Par un matin de tempête de janvier 1987, un trappeur vérifiait ses pièges. Le mauvais temps rendait sa progression difficile. Vers 11 heures, il remarqua un objet long sous la couche de neige fraîche. Il découvrit un matelas abandonné en pleine nature. Alors que le trappeur en faisait le tour, il fit une seconde découverte bien plus effrayante. Il se rendit rapidement à un téléphone pour appeler la police. C'est le sergent affecté aux homicides Gary Stroop du bureau du shérif de San Bernardino qui fut dépêché sur les lieux. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il recommençait à neiger et il faisait moins 8 degrés. Nous avons travaillé le plus rapidement possible pour ne pas rester coincés là-bas. Sous le matelas se trouvaient 2 corps, ceux d'un homme et d'une femme, tous deux assassinés. D'une certaine façon, la température avait joué en leur faveur puisqu'elle avait ralenti le processus de décomposition. Stroop eut la chance de trouver les corps intacts. Il y a beaucoup d'animaux dans cette région. Des ours, des pumas, des coyotes. S'il avait fait plus chaud, les animaux auraient probablement attaqué les corps. Qui étaient ces victimes et qui donc leur avait enlevé la vie? Les seuls indices dont ils disposaient étaient les corps des victimes et le matelas. L'homme portait un tatouage distinctif d'un genre apprécié par de nombreux détenus. Stroop demanda qu'on essaie de l'identifier grâce au dossier judiciaire. L'intuition du sergent Stroop se révéla juste. Les empreintes prélevées sur l'homme correspondaient à celles d'un ex-détenu du nom de Richard Crisson. La femme fut identifiée comme étant Shanna Thole, sa compagne. Les rapports d'autopsie indiquèrent que l'arme du crime était un fusil de chasse. Grâce au dossier du pénitencier, les détectives parvinrent à rejoindre et à interroger la famille de Richard Crisson. Son frère déclara que Richard et Shanna étaient partis à Victorville pour y rencontrer un homme du nom de Archie Woods. Selon lui, Crisson revendait de la drogue pour le compte de Woods, qui était membre d'un gang de motards. Suite à cette information et à la vérification des antécédents de Woods, les détectives décidèrent d'enquêter davantage sur cet individu. La police se rendit chez lui. Sa maison était située dans un secteur isolé, à environ 30 km de l'endroit où on avait découvert les corps. Archie Woods n'était pas chez lui. Les détectives furent accueillis par sa compagne, Sherry Mills. Elle déclara aux 2 hommes qu'elle ignorait où ils se trouvaient et accepta à contre-cœur de les faire entrer. Avant même qu'ils ne soient entrés dans la maison, quelque chose attira leur attention. Sur le perron, près de la porte d'entrée, ils remarquèrent 2 taches qui ressemblaient à du sang. Il était trop tôt pour savoir si ces taches étaient importantes ou non. Les détectives espéraient obtenir des réponses à l'intérieur de la maison. Ils informèrent la compagne de Woods, Sherry Mills, qu'ils savaient que Shanna et Richard leur avaient rendu visite. Mills admit que Shanna Thole et Richard Crisson étaient bel et bien venus, mais qu'ils n'étaient restés qu'une nuit avant de poursuivre leur voyage. Elle ignorait où ils étaient allés ensuite. Les détectives découvrirent d'autres taches brunes qui ressemblaient à du sang à l'intérieur de la maison. La maison sentait la peinture fraîche. Dans une des chambres à l'arrière, ils découvrirent des pots de peinture et une base de lit démontée. Il n'y avait aucun matelas. Si les meurtres s'étaient produits dans cette chambre, la peinture avait peut-être servi à cacher des indices importants. La police devait trouver un moyen de le découvrir afin de relier les homicides à cette scène potentielle du crime. Les détectives obtinrent un mandat de perquisition, puis avisèrent l'unité du crime qu'il y avait un problème difficile à résoudre. À l'extérieur, ils remarquèrent la présence de traces de pneus très larges à profil bas, comme celles qu'aurait laissées une voiture de sport. La victime, Shanna Thole, avait été vue pour la dernière fois conduisant ce type de voiture. On examina les taches de sang visibles et on recueillit les indices. Malgré tout, les enquêteurs étaient coincés. Même si le sang découvert à la maison correspondait à celui de Thole et de Crisson, sa présence pouvait s'expliquer par un échange de coups. Il n'y en avait pas assez pour expliquer une fusillade. L'enquête se heurtait littéralement à un mur. L'expert légiste David Stockwell, de la division d'enquête scientifique du bureau du shérif, pensait qu'une source de lumière alternative révélerait ce qui se trouvait sous la couche de peinture de la maison de Woods. La source de lumière alternative est un rayon laser à intensité variable utilisé pour éclairer les fluides corporels sur des vêtements ou des scènes du crime. Chaque fluide reflète une fréquence précise de lumière. Le réglage de la fréquence du rayon laser permet d'identifier des indices qui auraient normalement été invisibles à l'œil nu. Les spécialistes utilisent des lunettes teintées et des produits chimiques spéciaux qui rehaussent la réflexion des fluides afin de les faire luire sous le rayon laser.
Ici, ces empreintes de sang sont trop ténues pour être vues à l'œil nu. Mais l'ajout de produits chimiques doublé de l'éclairage au laser approprié les rendra fluorescentes. En théorie, du moins, les taches de sang devraient luire, même si elles étaient cachées derrière une couche de peinture, à condition qu'on utilise les bons produits chimiques et la fréquence laser appropriée. Le laser est très efficace pour refléter certains fluides corporels, comme le sperme, mais n'est pas utilisé d'habitude pour déceler le sang, parce que celui-ci est généralement visible à l'œil nu. Nous avons utilisé le laser pour regarder à travers la couche opaque de peinture et voir ce qui se trouvait dessous. Mais cette façon inhabituelle d'utiliser ces instruments fonctionnerait-elle? La police de San Bernardino ne disposait pas de l'équipement approprié pour éclairer un mur entier simultanément. Elle effectua donc cette opération secteur par secteur dans l'espoir de découvrir des indices. Petit à petit, la tâche fut accomplie. Grâce à la source de lumière alternative, les événements de la maison de Woods furent enfin mis à jour. Une éclaboussure de sang jusqu'alors invisible se trouvait bel et bien sous la peinture fraîche. L'enquête avançait enfin. On pouvait maintenant analyser la forme de la tache de sang et déterminer ce qui était arrivé. Comme on peut le voir avec ce fluide coloré, le sang versé lors d'un meurtre peut être répandu de différentes façons. Il peut tomber goutte à goutte et produire des taches rondes. Le diamètre des gouttes dépendra de la longueur de leur parcours et de la quantité de sang répandu. S'il est projeté dans les airs, suite à une coupure, il formera une série de traînées. C'est ce qu'on appelle une projection. Dans le cas du sang découvert chez Archie Woods, les taches racontaient une toute autre histoire. Les plus grosses taches que j'ai jamais vues sur des scènes de crime sont produites par giclée artérielle. Et c'est ce que j'ai compris en voyant la taille de la tache sous la couche de peinture. C'est qu'il s'agissait d'une tache de cette nature. L'hypothèse de la giclée correspondait également aux blessures de Grissom et Thorle. Le rayon laser avait permis de clarifier ce qui leur était arrivé. Un nouveau problème se présentait. Comment pourrait-on conserver ces taches pour les présenter à la cour? Sans la preuve formelle qu'il y avait bien eu giclée artérielle, la partie adverse pourrait déclarer qu'il n'y avait eu qu'un simple échange de coups. Il fallait trouver un moyen d'éclairer tout le mur simultanément afin d'en tirer une photographie. Les analystes tentèrent une technique particulière en laissant l'obturateur de la caméra ouvert et en dirigeant le rayon laser sur le mur de gauche à droite et de haut en bas jusqu'à ce que le mur entier soit éclairé, c'est-à-dire pendant plusieurs minutes. Une fois ces négatifs développés, les analystes avaient la photo espérée. Il s'agissait d'une bonne nouvelle pour le sergent Stroop. Eh bien, cette giclée que nous avions sur le mur avait été répandue rapidement et en grande quantité. Bien plus que ce qu'on retrouverait avec quelqu'un qui saigne du nez ou qui se retrouve dans une bagarre. La preuve était faite qu'il s'était bel et bien produit des meurtres dans cette pièce. Les taches de sang révélaient qu'au moment où ils avaient été tués, Shanna Thorle et Richard Grissom étaient couchés et ne menaçaient en rien leur assaillant. Pendant ce temps, on était toujours à la recherche du suspect. À San Bernardino, la recherche d'Archie Woods, soupçonné des meurtres de Richard Grissom et Shanna Thorle, était devenue impérative. Afin d'éviter d'être impliqué dans cette affaire, la compagne de Woods accepta de coopérer avec la police. Elle informa les détectives qu'Archie se trouvait à Modesto pour l'anniversaire de sa fille. Le vendredi, au moment où le détective Stroop recueillait les indices chez Woods, ce dernier était arrêté dans un comté voisin pour port d'armes illégal. Il était au volant d'une voiture de sport, la voiture de Shanna Thorle. Interrogé à la prison de San Bernardino, Woods soutint qu'il était innocent. Il déclara que ces meurtres avaient été commis par des membres de son gang de motards. Selon Woods, des membres de son gang lui avaient demandé d'attirer Richard Grissom chez lui. Il déclara qu'après l'arrivée de Grissom et Thorle, il avait quitté la maison comme le lui avait ordonné le gang. Il refusa d'identifier les motards impliqués. Archie s'est entêté à raconter qu'il ne savait pas qui était venu chez lui, que les deux victimes étaient en vie quand il était parti et mortes à son retour. Il n'a jamais voulu donner les noms des individus impliqués. Archie Woods déclara qu'il avait été pris de panique et qu'il avait abandonné les corps à Big Bear.
Grâce au laser, la police avait découvert un indice crucial qui entachait quelque peu la version d'Archie. L'analyse du sang sur le mur déterminait que les victimes étaient couchées, ce qui ne correspondait pas à une confrontation violente. Les détectives purent enfin reconstituer les événements de cette nuit-là. Grayson Lethal était venu chez Archie pour régler un malentendu à propos d'une affaire de drogue. Il y avait eu une longue nuit de discussions et de disputes. La mésentente n'était pas réglée à la satisfaction d'Archie, mais il laissa cependant Grayson Lethal croire qu'ils étaient d'accord. Le couple alla se coucher sans se douter du prix qu'allait leur coûter cette nuit-là. La police croit que lorsque Woods avait constaté qu'ils étaient profondément endormis, il les avait abattus avec son fusil de chasse. Le seul élément de vérité dans la version de Woods était qu'il avait abandonné les corps ainsi que le matelas imbibé de sang à Big Bear, croyant que personne ne les découvrirait jamais. De retour chez lui, il avait commencé par nettoyer le mur, mais comme le sang ne partait pas, il l'avait recouvert d'une épaisse couche de peinture. Grâce à la source de lumière alternative, les efforts de Woods avaient été vains. Le laser montrait clairement la giclée de sang derrière la couche de peinture opaque. Quand j'ai vu ça, il n'y avait pas de doute dans mon esprit qu'ils avaient été tués là, dans ce lit, et que ça allait le démontrer ou nous aider à convaincre le jury de ce que nous savions. Et c'est ce qui est arrivé. Archie Woods fut condamné à 2 peines à perpétuité pour les meurtres de Richard Grayson et Shanna Thal.